Le 1er mai dans la forêt, contes et légendes d'Alsace. Par une belle nuit de printemps, le docteur Joachim fut obligé de constater qu'il ne parvenait pas à s'endormir. Son esprit, à qui dans la journée il avait demandé trop de travail, continuait de travailler sans merci. D'abord, le docteur essaya de faire violence au sommeil, bon moyen de mettre le sommeil en fuite. Il eut enfin l'idée, plus heureuse, de se lever pour marcher un peu dans la campagne. Bientôt, il fut parmi les arbres. Plus d'une fois, il trébucha. Plus d'un de ces arbres tendait une racine. Dans la journée, c'était un siège. Dans la nuit, c'était un piège. Tout à coup, un murmure de voix le fit tressaillir. Il s'avança, à pas muet, prêtant l'oreille. Près de lui, quelqu'un disait distinctement « Les hommes s'imaginent que nous sommes sans conscience et que nous ignorons notre destin. Ainsi, moi, sapin, je sais que dans quelques jours on m'abattra. Je suis désigné pour soutenir l'échafaudage d'une maison. Ce service réclamé de moi me fait honneur. Mais quelle tristesse de quitter la montagne chérie, puisque mes heures sont comptées et il n'en faut pas perdre une minute. » Moi, répliquait une voix plus énergique, je n'ai pas ta résignation. Tu as une philosophie de bois blanc. Ce qu'on veut de moi, ce n'est pas un éphémère appareil, mais une charpente propre à défier les siècles, comme j'ai défié les tempêtes. Je défendrai ma vie en athlète, et plus d'une hache s'ébréchera au nœud de mes fibres. Tu seras abattu tout de même, murmura une troisième voix. Ce qui nous manque à nous pour nous défendre, c'est la faculté de nous déplacer. Nos racines sont nos nourrices, elles sont aussi nos geôlières. C'est la loi. Je m'incline devant elle. Mais ce qui m'indigne, c'est l'ingratitude de l'homme. M'épargne-t-il davantage d'une autre voix, moi qui lui donne d'esquisses noisettes? Ici, le chêne de qui les branches semblaient se tordre fit entendre un rire. Ah, si nous sommes en compte à compter nos services rendus à l'homme, dis plutôt nos bienfaits. Il me doit le chariot solide où il rentre ses récoltes dans sa grange. À moi, il doit sa grange. Il me doit la voiture élégante que traînent ses chevaux, orgueil de son écurie. À moi, il doit son écurie. Il me doit son bâton de voyage. Il me doit les chaises, les escabeaux, les boiseries de ses chambres. À moi, il doit ses chambres. Il me doit les mâts de ses navires. Il me doit les tables sur lesquelles il mange et travaille. À moi, il doit les outils nécessaires de son œuvre et les instruments indispensables à sa nourriture. À nous tous, l'homme doit le feu qui adoucit ses aliments, facilite sa tâche, éloigne les ennemis et remplace la chaleur du soleil. Peu à peu, la forêt entière se mêlait à ce miraculeux entretien. Soudain, le vent s'apaisa, un silence religieux se fit, pendant qu'une nuit rêveuse proclamait « L'homme me doit ce refuge doux et sacré, où il est né, où il dort, où il meurt, le lit. » Une sombre voix répondit « À moi, il doit l'enveloppe suprême, où il repose pour l'éternité. » Alors, brusquement éveillé, le vent imita le bruit de la terre tombant sur un cercueil. Que devenait le docteur Joachim? Tremblant de tous ses membres, cloué sur le sol comme ayant lui-même des racines, il se disait « Oh, quel enchantement suis-je tombé, Dieu bon, quelle est cette nuit ?» Mais à peine formulé cette exclamation, sa mémoire vigilante gardienne qui ne perd jamais ses droits en une tête bien faite, lui suggéra « Cette nuit est exactement celle du 1er mai. » Alors le docteur se rappela avoir lu que pendant la nuit du 1er mai, nuit du solstice d'été, les forêts exercent sur les hommes une mystérieuse attirance, que vers minuit, leurs arbres parlent comme à l'époque légendaire, où ils rendaient des oracles, que parfois leurs roches s'entr'ouvrent, laissant voir aux passants éblouis les trésors qu'elles recèlent. Toute explication précise, si hasardeuse qu'elle soit, a sa venue rassurante. Le docteur Joachim se ressaisit magistralement. Dès lors, il écouta, avec une attention toute scientifique, les conversations ininterrompues de la forêt. Combien de taillis dispersent sous la serve du paysan, voire sous la dent du mouton? Pour les bois, le mouton est l'animal féroce par excellence. Hélas, l'animal le plus redoutable, ce sera toujours l'homme. Les arbres sont menacés, non seulement par le fer de ses haches, mais par les balles de ses fusils. Nous avons vu aussi mourir ainsi quelques-uns des plus beaux d'entre nous. Toute cible est une infernale voisine. Après le tir et ses ricochets, le taillis apparaît fusillé, et le vent imitait le sifflement des balles. En somme, reprit l'aîné des chênes, les nouvelles de la terre sont mauvaises. En Asie mineure, en Algérie, en Tunisie, des cités opulentes se sont anéanties à mesure que le sol s'est déboisé. 4 ou 5 siècles avant Jésus-Christ, le sud de la province de Constantine, l'ouest du lac Triton étaient des fécondes contrées. À peine maîtres du pays, les Romains portèrent la hache sur nos ancêtres. Que brûlait Rome pour chauffer ses étuves? La conversation sylvestre devenait de plus en plus savante. Les forêts abaissent la température moyenne du sol d'environ 1 degré et demi centigrade sur la surface, à 1,25 m de profondeur. L'abaissement de la température est encore
environ d'1 degré. À mesure que les propriétaires de troupeaux, les cultivateurs et les industriels ont étendu la déforestation, les savants ont pu constater le recul des glaciers. Or, les glaciers constituent la réserve de cette eau de fusion qui prête un concours féerique à la civilisation. La science démontre aux industriels que les forêts sont des remparts sacrés. C'étaient là d'austères et profondes paroles. Les vieux arbres, aux troncs moussus, s'y complaisaient. Mais les autres, les arbres si jeunes et si souples, les téméraires, qui se couvrent de fleurs et de feuilles à l'heure où les chênes n'ont même pas encore dépouillé la fourrure d'hiver, au lieu de parler, ils chantaient, tout bas d'abord, puis à mi-voix, puis à tue-tête, ils entonnèrent des refrains. Le noisetier, qui avait, en vain, essayé de placer une réflexion parmi les sages, faisait allègrement sa partie parmi les fous. La nuit va finir, seule nuit de l'été, où les arbres puissent dire ce qu'ils ont dans le cœur, qu'elles ne finissent pas sans que nous ayons chanté la beauté de la terre et du ciel. Nous sommes heureux de tisser notre robe verte, heureux de la voir se muer en or et en pourpre, heureux aussi de la voir tomber à nos pieds, parce que, alors, nues et légères, nos branches baignent dans l'air pur. Personne mieux que nous ne s'imbibe du ciel, personne mieux que nous ne savoure la terre. Notre immobilité, c'est la faveur suprême, que la terre et le ciel soient bénis. Quel ravissant optimiste, se disait le bon docteur. Tout à coup, une rapide et vaste lueur remplit la forêt. Elle ressemblait à ces éclairs qui, au soir brûlant de l'été, sans être provoqués par aucun nuage, ne sont suivis d'aucun coup de tonnerre. Un second éclair lui fit entrevoir brusquement les profondeurs du sol, parmi des masses énormes de grès rose et de grès jaune, apercevant d'immenses filons d'argent et d'or. « Bon, pensa le docteur, la nuit du solstice d'été tient jusqu'au bout sa promesse d'enchantement. Nous reviendrons demain. En attendant, rentrons chez nous. Nous avons bien gagné un peu de bon sommeil. » Rentrer chez soi, à qui les oreilles sont bruissantes de paroles surnaturelles et les yeux éblouis de richesses sans prix, n'est pas toujours si facile. Longtemps, le docteur erra à l'aventure parmi les arbres redevenus silencieux. Il ne fut dans son lit qu'au soleil levant, mais cette fois dormit comme une bûche, comme toute une forêt. À son réveil, le docteur retourna vers la montagne, afin de retrouver la place où l'éclair d'en bas lui avait montré tant de trésors. Ses recherches furent inutiles. Épuisé de fatigue, il s'assit sous le sapin. « Eh bien, me dit-il, vieux compagnon si vulnérable qui cette nuit était si éloquent, ne me diras-tu pas un mot maintenant ?» Le sapin se tut, mais bien qu'aucun souffle ne passât dans l'air, ses rameaux eurent un bruissement léger, et le docteur vit tomber sur sa main un brin de mousse blanche. « Merci, fit-il, j'ai compris. De cette nuit de rêve, je ne dois recueillir qu'un trésor de sagesse. Mais pour un savant, en est-il de plus précieux? Merci de m'avoir écouté, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. »